vrai plaisir d'ouvrir et d'animer cette seconde table ronde intitulée « Un nouveau regard sur la relation aidant-aidé ». Les troubles cognitifs et comportementaux qui envahissent une personne quand son intégrité neurobiologique se délite entraînent de manière plus ou moins violente un désordre générationnel et une remise en cause des liens entre les différents membres de la famille. La souffrance des familles est palpable, perceptible. Cette dimension systémique familiale prend de plus en plus d'importance. Nous allons centrer nos réflexions au cours de notre table ronde sur les proches impliqués dans l'accompagnement d'un parent malade, ce qu'on appelle aidant, de leur rôle qui est primordial dans le maintien de la qualité de vie du malade. L'épreuve est complexe. L'épuisement induit par le poids que représente au fil des jours un parent malade est intense. Cette usure est de mieux en mieux reconnue et l'on admet qu'il est de toute première importance d'apporter des aides à la famille au fil du temps. Il sera question à la fois dans le contexte du domicile et dans le contexte d'institutions d'hébergement du rôle de l'aidant, de son vécu, de sa place. Comment les professionnels répondent aux attentes des familles? Quelles sont leurs difficultés? Quelle est la place de la personne du patient dans la singularité de sa vie? Comment dégager les représentations disqualifiantes de cette maladie? Je viens de passer des moments extrêmement difficiles avec l'accompagnement de mon épouse, parce qu'on était tous les deux dans la même maison de retraite. Elle, à cause d'Alzheimer, quand je dis à cause, hein, et moi pour des questions de fracture de colonne vertébrale, et pendant 2 ans et demi, je suis resté à ses côtés. C'était très difficile parce que cette maladie provoque dans l'esprit du malade des situations qui sont très différentes du jour au lendemain. Il y a une grosse mobilisation du cerveau, et là je crois que je suis d'accord avec le docteur, qui mobilise la personne dans des pensées de jeunesse, après des pensées de vie courante, et la personne n'en sort pas. Ça dure des semaines, des mois, et pour moi, ça a été au détriment de ma propre personnalité. Au bout de 2 ans et demi, j'étais au bord de la dépression nerveuse, et j'ai rejoint la maison. C'est une autre expérience. Et voilà, pour l'instant, sur le plan purement sentiment, c'est très dur. C'est très dur parce que les sentiments pour nous avaient commencé, on avait 16 ans. On en a 90 maintenant, et ça ne s'est jamais écroulé dans la vie. Mais actuellement, c'est refaire une nouvelle vie tout seul. Elle de son côté, mais bien souvent, je ne sais pas où elle se trouve. Elle-même ne sait pas non plus où elle se trouve, si ce n'est que c'est des colères à mon encontre, et c'est difficilement supportable. Donc il m'est difficile d'en dire plus. On a, je crois, un passé qui a été très heureux. Malheureusement, depuis 3 ans, ça s'est nettement estompé, et actuellement, c'est complètement séparé. On a des vies tout à fait différentes. Je dirais là, effectivement, on intervient lorsque la relation devient invivable, mortifère, lorsqu'il n'y a plus de solution, lorsque l'aidant n'est plus aidant, puisque finalement, il est complètement impuissant face à cette situation, une impasse, en fait, relationnelle. Donc, comment accompagner un aidant vers une prise de distance, vers une transition, voire une séparation à contre-cœur, puisque la difficulté est là, finalement.
Les étapes donc, de ce travail, effectivement, vont s'inscrire dans une temporalité qui est propre au sujet, puisque c'est pas évident, les équipes sont toujours dans la précipitation, etc., etc. On veut séparer les gens, mais il faut que ça se fasse dans une temporalité, et il faut cheminer avec lui au rythme, à son rythme, sans se précipiter. Respecter certains refus, des hésitations, et puis chercher une nouvelle place ensemble. Alors on parle souvent d'épreuve pour qualifier ce vécu. On a longtemps parlé aussi, cette épreuve on l'a souvent réduite au fardeau, hein, c'était un peu le terme qu'on a beaucoup employé pour qualifier ce vécu. Alors sans évidemment nier toute cette part de souffrance, cette part de contrainte, de stress évidemment, en écoutant de plus en plus finement les aidants, on voit aussi qu'il y a place pour autre chose, pour une expérience significative, pour quelque chose qui est de l'ordre de la gratification, de la satisfaction, de l'enrichissement dans ce rôle qu'on joue auprès d'un proche qui a besoin d'aide. Alors le plus souvent, le diagnostic est une double épreuve. C'est une violence de s'entendre confirmer ce que tout le monde soupçonne. De toute manière, une violence. Par contre, ce qu'évoquait très bien M. Laborie, qui est vécu par toutes les familles, en particulier à domicile, tous les proches, c'est qu'enfin, on met un nom à quelque chose de diffus, d'incompréhensible, de non identifiable, qui est épuisant au quotidien, qui vous pourrit la vie. Le vrai mot, c'est que ça vous pourrit la vie. Et vous ne savez pas pourquoi vous vivez ça. Donc le diagnostic, il a l'immense avantage de porter un nom. Lorsque nous rencontrons les proches aidants, la plupart du temps, ils sont déjà dans l'accompagnement de leurs proches depuis plusieurs années. Ils sont déjà épuisés, dans de grandes difficultés. Et lorsqu'ils nous contactent, eh bien, ils ont besoin d'aide. Ils ont vraiment besoin qu'on leur apporte des solutions, mais ils ont beaucoup de difficultés aussi à les exprimer et à nous dire clairement ce dont ils ont besoin. Alors, tout le travail et tout, je dirais, toute la complexité réside dans le fait de savoir être à l'écoute, de ne pas devancer leurs besoins ou leurs souhaits, d'essayer par contre, à travers ce qu'ils vont pouvoir nous livrer, eh bien, de leur proposer des choses en disant est-ce que c'est ça qui vous soulagerait, est-ce qu'on a bien compris, et dans ce cas-là, on peut vous aider. C'est vraiment important d'essayer de mettre en évidence l'aide qu'on peut apporter, ne pas juger, parce que très souvent dans les familles, il y a des personnes qui sont très proches, il y a l'aidant principal, comme on dit, et puis il y a tous les autres qui sont un peu plus loin. S'ils sont un peu plus loin, c'est qu'il y a peut-être des raisons qu'on ignore, il y a toute une histoire de vie. On ne peut pas rentrer et analyser les histoires familiales, nous, à notre niveau, et on n'est pas du tout là pour ça. Il faut qu'on sache garder cette distance et ne pas être dans le jugement de celui qui est allé habiter beaucoup plus loin dans sa jeunesse, qui appelle très peu son parent ou qui est très peu proche. Et puis, on va avoir des récits qui sont faits, mais nous ne sommes absolument pas là pour aller dire qui a tort, qui a raison, bien au contraire. Il faut juste essayer de les mettre en confiance et aussi de les rassurer dans leur accompagnement, car, comme disait M. Laborie, la personne malade est souvent très dure avec son entourage. Elle ne va pas forcément et surtout pas dire c'est très gentil tout ce que tu fais pour moi, merci beaucoup. Non, bien au contraire, ça va être le sentiment que son proche n'est jamais à la hauteur finalement et qu'il a encore tapé à côté et qu'il n'a pas donné la réponse attendue par le malade. Et ça, c'est extrêmement frustrant. Parce que le proche aidant, notamment quand c'est le conjoint, mais certaines fois quand ce sont des enfants qui vivent à domicile, sont vraiment présents 24 heures sur 24. Et en plus de s'entendre dire qu'on n'est pas à la hauteur, c'est extrêmement difficile. Donc déjà, pour notre part, on va essayer d'être dans la réassurance, de leur montrer, de leur verbaliser que ce qu'ils font, c'est énorme, c'est un travail absolument colossal, parce que déjà, ils ne sont pas formés, bien entendu, mais quand on est proche, alors certains, et on y vient, et on les invite à le faire, mais au départ, quand ils commencent leur accompagnement,
En fait, ils apprennent au fur et à mesure. C'est vraiment un parcours d'expérience et c'est pas facile, justement, de garder une vie pour soi, de prendre du recul, de réfléchir à ce qu'on fait. Donc, on va vraiment essayer de les valoriser. De les valoriser, je pense qu'il y en a vraiment besoin. Alors, évidemment, la manière dont tout ça se construit et le contexte dans lequel nous sommes fait que les aidants, ces proches aidants dont on parle, particulièrement dans le cas de la maladie d'Alzheimer, mais pas uniquement, ont un rôle majeur, à tel point qu'on dit d'ailleurs aujourd'hui que le système de soins serait encore plus mal en point s'ils n'étaient pas là, si ces aidants ne jouaient pas ce rôle. Rôle qu'ils ont joué parmi d'autres rôles qu'ils continuent de jouer ou qu'ils aimeraient parfois continuer à jouer dans la société ou dans leur famille. Mais donc, rôle qu'ils ont joué le plus souvent de manière invisibilité. Longtemps, on n'a pas parlé, on n'a pas reconnu ce rôle, on n'a pas aussi reconnu et porté le fait qu'il fallait les aider à le tenir. Voilà, donc longtemps c'était comme ça. Aujourd'hui, du chemin a quand même été fait vers une plus grande reconnaissance de leur rôle, une reconnaissance du besoin qu'ils ont à être aidés pour le tenir. Donc, il me semble qu'on est à ce moment-là. Pour autant, justement, au moment où nous sommes, il me semble qu'il est aussi important de souligner que cette reconnaissance peut aussi porter en elle-même, ou la manière dont on porte cette reconnaissance plutôt peut comporter des risques. Il me semble que l'un d'entre eux, le plus fort, serait paradoxalement d'assigner finalement les aidants à ce rôle d'aidant et les assigner donc à un rôle qu'on voudrait qu'ils jouent et finalement pas tellement à les aider à être les aidants qu'ils veulent être. Ce qui passe aussi par le fait, parfois, justement, de dire « je n'y arrive plus, je ne peux plus » ou « je ne peux pas faire telle et telle chose ». Et finalement, parfois, le système tel qu'il se développe génère un peu ou renforce la culpabilité, dont on a parlé d'ailleurs dans le film, et qui est déjà très forte en raison de notre culture très familialiste. Et donc, voilà, le système serait au risque de renforcer cela et d'être dans une situation paradoxale. Et je vous dis ça parce que, voilà, dans les discussions que je peux avoir avec des équipes à droite et à gauche, j'entends ça, c'est-à-dire qu'on m'a parfois raconté que le fait d'aider à ce point les aidants était aussi fait au détriment de l'aide qu'on peut apporter aussi à la personne elle-même. C'est-à-dire souvent on disait, voilà, bon, il y a des aidants, donc finalement le plan d'aide on peut un peu le diminuer puisque les aidants vont faire le travail. Donc il me semble que là il y a une sorte un peu de risque ou d'effet pervers à cette reconnaissance, ou une prudence en tout cas, dans la manière dont on la porte. Après, au niveau de l'accompagnement, je dirais le maître mot, c'est d'associer les familles à toutes les étapes de la prise en charge, de l'intégration. On peut parler d'intégration, enfin de l'accueil en tous les cas, de l'accueil du parent âgé et dépendant jusqu'au terme de sa vie en maison de retraite. Mais je pense qu'à toutes ces étapes, il faut associer les familles, les associer au projet de vie, les écouter dans le cadre du café des aidants, des groupes de parole, les associer à certaines activités, pourquoi pas. Nous, dans l'EHPAD, on a des personnes qui participent à des ateliers de musicothérapie, de zoothérapie, etc. Bon, je crois que l'idée pour la famille et pour l'aidant... Alors après, je ne sais pas si on peut parler de l'aidant en maison de retraite, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'on est aidant à domicile, mais en maison de retraite, quand on est famille ou conjoint accompagnant, est-ce qu'on est encore aidant? Enfin, c'est une question, je ne sais pas. Si en effet, je pense que cette question de la place des aidants dès lors que la personne est entrée en établissement est vraiment une question compliquée. Il y a beaucoup d'équipes qui aussi réfléchissent à justement accompagner ce passage et à ne pas trop vite justement casser ce rôle et qu'occuper l'aidant en disant peut-être que si voilà, vous avez fait telle tâche, telle chose auprès de votre parent, peut-être malgré ou pour accompagner l'entrée, vous pouvez continuer peut-être à le faire à nos côtés. Et le cheminement, là, se fait de part et d'autre dans cette relation de confiance que vous décrivez. C'est aussi une question importante. Il me semble que là aussi, on a beaucoup évolué dans la manière de penser les choses. Et je reviens au fait qu'on pense les choses de manière beaucoup plus systémique. C'est-à-dire, longtemps, on a conçu le besoin d'aider les aidants, de soulager le poids que représente
représente le fait d'aider un proche, en occultant un petit peu la manière dont la personne qu'on appelle l'aider vivait elle-même la situation. Et là, si je rebondis également sur les termes, on parlait du flou et de ce terme aidant, on pourrait aussi beaucoup parler de ce terme aider, qui fige aussi un peu la personne à un statut, à un rôle un peu passif. Et donc là, on peut s'interroger aussi sur comment, dans cette relation d'aide, une relation un lien de dépendance particulier entre des personnes, comment réintroduire un peu de réciprocité, comment permettre à la personne malade de rendre, de restituer. Donc il me semble que là, il y a des choses à penser et des choses qui s'inventent aussi concrètement pour essayer d'y arriver. De même qu'on l'a vu aussi très bien dans le film, on sait aussi que aider l'aidant passe aussi par le fait de proposer des choses positives à la personne malade. Et on voit dans le film une fille qui parle du plaisir qu'elle a eu à voir son père chanter et reprendre ce plaisir-là. Et c'est ça, c'est voir le père prendre plaisir à quelque chose qui a apaisé aussi cette fille, et on est du coup bien loin de la simple idée de proposer à l'aidant de souffler, de prendre du temps pour lui, mais bien aussi d'aider la personne aidée et qui a aussi parfois besoin de prendre de la distance par rapport aux proches aidants, parce qu'on sait aussi que cette relation peut parfois être lourde ou pesante pour la personne malade elle-même. L'entrée en EHPAD peut aussi représenter une ouverture. C'est-à-dire que, comme vous le disiez, comme tout est dangereux à domicile, tout est interdit à domicile, faire la cuisine, monter les escaliers, etc. En EHPAD, à nouveau, dans un univers protégé, on peut retrouver de l'autonomie. Et donc, le regard porté sur la personne malade est différent, évidemment, puisqu'il est positif. Enfin, c'est important de... Je voulais souligner. Et effectivement, à domicile, il se passe des choses qui ne sont pas forcément faciles. Qui ne sont pas faciles parce qu'il y a l'épuisement. Parce que quand on a dit une chose une fois et qu'on l'a répété 15 fois et que la question revient quasiment instantanément, tout à chacun peut perdre patience et ça devient effectivement conflictuel. Et donc, en effet, il y a vraiment besoin, je crois, et c'est ce qu'on essaie de faire comprendre aux aidants, qui sont quelquefois dans une relation très fusionnelle avec leurs proches. Il y a des couples qui se sont quasiment jamais séparés, qui ont travaillé ensemble, etc. C'est que finalement, une séparation, si courte soit-elle, quelques heures, une journée, une heure même, eh bien, ça permet d'avoir une soupape pour tous les deux. Parce qu'on parlait également, et tout le monde est au fait de ce qu'on appelle les troubles du comportement, en l'occurrence de l'agressivité et autres. Alors, bien entendu, il y a des raisons autres, mais elles sont vraiment, je pense, ils sont accentués par ces difficultés-là. Une personne pour laquelle, justement, on va tout faire, parce qu'à la maison, tout est dangereux. Mais à la maison, on peut éventuellement procéder à des aménagements pour essayer de réduire un petit peu cette... là, on n'est plus trop dans la veillance, mais dans la surveillance, que la personne ne se brûle pas, qu'elle ne tombe pas. Alors après, ça peut ouvrir à débat, éthiques. Est-ce qu'on attache une personne pour pas qu'elle tombe? Est-ce qu'on prend le risque qu'elle tombe quand même, mais qu'elle vive comme elle a décidé, qu'elle se lève au moment où elle veut? Enfin, là, on ouvre des débats qui sortent du registre, mais nous, en tous les cas, ce qu'on essaie de faire au mieux, c'est justement de montrer, comme disait Marion Villès tout à l'heure, les possibles et également ce que la personne est encore en mesure de faire. Alors ça, c'est beaucoup plus à l'accueil de jour, où on invite les familles à venir. Il y a différentes phases, il y a différents deuils pour le coup, différentes étapes. Et à chaque étape, eh bien, les aidants se rendent compte que la maladie avance. La personne elle-même aussi s'en rend compte par moment. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est essayer vraiment d'arriver à montrer que lorsque le courant passe, en tout cas, on peut faire des choses intéressantes, on peut vivre avec une personne et en tirer vraiment des choses agréables pour les deux. Vous ne pouvez pas ne pas avoir remarqué que je suis moi-même une dame âgée et que demander de l'aide, je vous jure bien que c'est difficile de se tourner même vers ses propres enfants pour dire j'y arrive plus ou je me noie ou voilà. Je voudrais aussi vous dire que les troubles du comportement qui ont été abordés par Nadine sont une cause majeure
de ne pas se tourner vers de l'aide professionnelle. Les troubles du comportement injurieux, comme M. Laborie d'ailleurs l'évoquait très bien, parfois des troubles du comportement avec des coups, parfois avec des troubles de comportement de désinhibition sexuelle chez certains messieurs malades, plus rares chez les dames malades, font que les conjoints et les enfants ont honte. Je n'en parle pas à mes enfants parce que je ne veux pas leur dire comment leur mère ou leur père est devenu de par ces troubles du comportement. Donc, le trouble du comportement est un frein considérable à introduire des tiers étrangers au domicile, surtout quand ces tiers étrangers ont effectivement, royalement en général, entre 40 et 50 ans de moins, ces troubles-là. Comment faire quand le patient, quand la maladie a modifié les moyens de communication et de raisonnement? Comment maintenir la qualité de vie en 2 mots? Rentrer dans une démarche à condition d'y être accompagné. Rentrer dans une démarche fondamentale de l'accompagnement palliatif. Découvrir le bonheur de se taire en se tenant la main. Merci beaucoup.